Bienvenue à toutes et à tous sur Ovadia TV, un nouveau numéro de votre émission Santé Plus. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux besoins de l'enfant. Le besoin et l'exigence destinés à combler un déficit de l'organisme ou ressenti comme nécessaire à l'existence matérielle ou morale. Chez les enfants, un besoin non satisfait entraîne souvent un mauvais comportement car ceux-ci ne savent encore comment gérer cette frustration. Il est donc important en tant que parent de connaître les besoins de son enfant, surtout les fondamentaux, afin d'éviter des situations de crise. Pour parler de notre thématique sur ce plateau, Dr Marcos Tousso, bienvenue à vous. Bonjour. Nous allons vous demander qu'est-ce qui peut expliquer un mauvais comportement chez un enfant. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est devenu une tradition, ma participation à cette émission, et c'est toujours avec plaisir que je répondrai à votre invitation tant qu'il s'agit des questions qui intéressent les parents comme la question relative aux besoins de l'enfant. Alors, je voudrais d'abord faire une petite nuance pour dire que le besoin de l'enfant, comme vous l'avez dit, c'est une exigence morale, c'est une exigence matérielle, mais c'est surtout une exigence vitale également. Et c'est tout l'intérêt en pédiatrie. Les besoins non satisfaits n'entraînent pas que des comportements inadéquats chez les enfants. Les besoins non satisfaits peuvent conduire à des maladies, peuvent conduire vraiment à des situations stressantes, ça peut même conduire aux accidents domestiques dont nous avions parlé sur ce plateau. Donc c'est une précision qui m'importait de faire. Alors, donc pour revenir un peu à votre question, il faut comprendre que l'enfant ne ment pas. Parce que quand vous voyez même dans sa structuration, dans son développement neurologique, il y a ce que nous appelons l'immaturité neurologique, c'est-à-dire le cerveau supérieur qui nous permet en fait de nous contrôler, d'avoir la maîtrise de soi, de faire le raisonnement. Ce cerveau n'est pas développé chez l'enfant. Le cerveau qui est le plus développé, c'est le cerveau émotionnel, c'est le cerveau qui lui permet de sentir l'agréable du désagréable, et c'est le cerveau qui lui permet d'avoir des comportements instinctifs. Donc, si quelque chose ne va pas bien, il ne va pas vraiment se calmer et autres. Lui, il va le manifester à sa façon. Et comme il n'a pas le langage développé aussi, là je parle des tout petits, pour parler, donc il va pleurer, il va crier, donc il va avoir des comportements pour stresser un peu les parents, ou bien ça va se manifester, comme je l'ai dit, par des maladies. Donc, voilà ce que je peux vous répondre. Alors, aidez-nous à savoir les besoins de l'enfant. Quand on parle de besoins de l'enfant, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? C'est important que je précise que les gens qui parlent droit vont parler des droits de l'enfant. Ça s'apparente un peu. Également, on va parler de devoirs des parents. Mais ici, comme vous l'avez su bien dit au début, le besoin, c'est le minimum que le parent doit. Le minimum dont l'enfant a besoin pour avoir, c'est-à-dire c'est même le minimum qui renvoie au rôle du parent. Le rôle du parent, c'est quoi? C'est assurer les besoins vitaux. Les besoins dont l'enfant a besoin pour vivre, pour grandir, pour se développer. Vous voyez, ça c'est déjà les besoins vitaux pour ne pas tomber malade. Voyez. Et ensuite maintenant, le parent a le rôle d'éduquer son enfant. Donc l'enfant qui ne sait rien faire, l'enfant qui ne sait rien faire, il doit lui donner l'éducation qu'il faut pour qu'il puisse devenir un adulte capable de vivre en harmonie dans la société, dans sa société, bon, dans notre société je vais dire. Donc voilà un peu. Alors les besoins de base, c'est ce que nous connaissons. Là j'ai parlé des besoins vitaux, c'est respirer, c'est manger, c'est boire, c'est pour un enfant on va parler de faire pipi, éliminer. Tout ça c'est des besoins déjà de l'enfant. Alors, mais il importe d'insister sur certains besoins. On ne peut pas lister. Vous voyez, chez les adultes, par exemple, il y a un psychologue qui a classifié, c'est facile à comprendre. Voilà. Mais chez l'enfant, il sera difficile de catégoriser comme ça. Parce que, lui n'a pas un contrôle sur sa vie. C'est les parents qui, au début, ont le contrôle de sa vie et lui passent progressivement la main. Là où ce sera difficile aussi de classifier carrément pour vraiment dire voici besoin physiologique, d'accord, ça on peut le dire, mais les autres besoins, ce sera difficile de les catégoriser
c'est qu'il n'a pas le langage développé. Ouais, donc, et que, tout à l'heure, j'ai parlé de l'immaturité de son cerveau. Donc, les besoins de base sur lesquels il me plaît bien d'insister, c'est les besoins qui renvoient au devoir de la maman. Et ces besoins de base, c'est déjà le besoin de stabilité et de sécurité. C'est déjà le besoin de l'alimentation. Donc, le devoir pour un parent de bien nourrir son enfant. C'est le besoin d'assurer à l'enfant les conditions pour qu'il dorme. Ouais, c'est le besoin, par exemple, qu'il soit propre, qu'il soit bien habillé. Hein, c'est le besoin d'affection, par exemple. Donc, voilà quelques besoins de base que je peux citer pour répondre à votre question. Comment identifier ces besoins chez l'enfant? Comment savoir quand mon enfant se met à gratter le corps et ça dit qu'il a besoin d'être lavé? Comment identifier chaque besoin chez l'enfant? Vous convenez avec moi qu'avant d'identifier le besoin, c'est qu'il faut les connaître. Exactement. Et je pense que c'est quelque part aussi l'objectif de ces genres d'émissions. Donc, c'est qu'il faut déjà que les parents connaissent les besoins. Le comportement inadéquat de l'enfant, c'est pour revendiquer le besoin qui n'est pas satisfait. Ce n'est pas pour apprendre aux parents le besoin. Quand je prends le besoin de stabilité, je prends le besoin de stabilité et de sécurité par exemple, qu'est-ce que ce besoin impose à une maman? Ce besoin lui impose d'abord d'être organisé, d'être discipliné. Et qu'est-ce que nous mettons dedans? C'est qu'elle doit avoir des horaires fixes, elle doit avoir des routines régulières pour faire des règles, c'est-à-dire pour respecter ou bien pour faire des activités qui relèvent vraiment de la norme. Et la norme, c'est quoi? C'est tout ce qu'une mère est censée faire pour son bébé, par exemple. Il faut laver le bébé. Bon, la règle dit, par exemple, qu'il faut faire les soins du cordon, qu'il faut lui brosser les dents et qu'il faut l'habiller. Donc, tout ça là, le besoin, je n'insiste pas encore sur les activités, hein, j'insiste sur l'organisation, sur la notion de discipline. C'est que la maman doit savoir que ces choses doivent être faites régulièrement, la notion de routine. Il n'est pas question aujourd'hui de laver son bébé et demain de ne pas le laver. Donc la routine veut que le bébé soit lavé tous les jours. Et c'est une règle qui est déjà établie comme ça. Elle doit par exemple faire les soins du cordon quand le bébé vient de naître, jusqu'à ce que le cordon tombe. Donc c'est une règle qui est déjà établie comme ça, donc elle doit apprendre. Et ce sur quoi je veux également insister là, c'est que c'est une école auquel il faut aller auprès d'un parent, soit de sa maman ou de sa belle-mère ou bien d'une tante, bref, de quelqu'un qui s'y connaît pour apprendre à faire quand on est à son premier enfant par exemple. Après, bon, avec les autres enfants, on a toujours besoin d'aide, mais si on peut se débrouiller toute seule, tant mieux. Ouais. En dehors, c'est pour expliquer un peu la notion d'horaire et de routine. Ce qui est également important qu'il faut dire dans la notion de stabilité, c'est qu'il faut donner une réponse cohérente aux besoins. Et c'est là où je vois l'intérêt de votre question. Si votre enfant a faim, il va crier. Mais s'il crie, ce n'est pas seulement la faim qui va faire crier un enfant. Peut-être qu'il a besoin qu'on le lave. Peut-être qu'il a besoin qu'on lui change la couche. Peut-être qu'il a chaud. Donc, vous comprenez que quand vous êtes face à une situation comme ça, vous analysez. Vous analysez à travers son cri. Vous analysez pour voir qu'est-ce qui est probable. Si par exemple, devant une situation comme ça, vous ne savez pas qu'est-ce qui est probable, vous pouvez vous inspirer vous-même. Et je donne l'exemple d'un enfant qui crie. Vous avez la possibilité de voir est-ce que ce n'est pas qu'il s'est sali. Donc vous vérifiez sa couche par exemple. Si c'est qu'il s'est sali, vous le changez. Mais si ce n'est pas sali, vous pouvez lui donner le sein. Si vous donnez le sein et qu'il prend, il se calme, c'est bon. S'il prend le sein ou bien s'il refuse de prendre le sein, peut-être qu'il a chaud. Si vous voyez que c'est possible qu'il ait chaud, vous le lavez. Et peut-être qu'il a envie de dormir, vous le bercez pour qu'il dorme. Mais si vous ne respectez pas l'ordre et que vous ne mettez pas de la priorité dans ce que vous allez faire, donc vous ne donnez pas une réponse cohérente à l'enfant, vous n'allez pas réussir à le calmer. Parce que comme je vais souvent revenir dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'enfant n'a pas encore le cerveau supérieur développé. Donc le cerveau qui va lui permettre d'avoir la raison, le cerveau qui va lui permettre de se maîtriser, d'avoir sa maîtrise de soi et tout, vous ne pouvez pas. Ça dit, bon, il ne l'a pas encore développé, donc lui, quand il sent que c'est agréable, il sourit. Quand il sent que c'est désagréable, il pleure. Donc, il ne ment pas. Comme vous venez de le dire, un bébé qui pleure,
la maman a vérifié tout ça. Oui. Elle lui a changé pardon, sa couche, l'a lavé, lui a donné le sein, mais l'enfant continue quand même de pleurer. Oui, si l'enfant continue de pleurer dans ce cas, ça peut être parce qu'il est malade. Il peut avoir, comment dit-on, une infection à l'oreille, il peut avoir mal au ventre. Bon, là, il faut recourir à un professionnel de la santé pour qu'il examine et puis, bon, voilà, ainsi de suite. Mais ce qui est, c'est-à-dire, ce que les mamans doivent comprendre, c'est qu'il faut identifier les besoins et bien les assurer. Quand les besoins sont bien assurés, je pense que lorsqu'un enfant a un comportement qui est inadéquat, on ne perdra pas du temps à voir. Je prends l'alimentation. Si une mère ne doit pas attendre que son enfant pleure avant de lui donner le sein. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle doit se programmer pour donner le sein à une fréquence donnée. Maintenant, si se fait que dans les périodes de transition, ça varie, que l'enfant commence à digérer un peu plus vite qu'avant, d'accord, là, il peut pleurer parce qu'il a faim. Mais c'est vrai, vous allez me dire qu'il y a les travaux ménagers, et tout ça, et puis la maman n'a pas toujours le temps de donner à manger à son enfant, et au moment où on comprend tout ça, mais ce sur quoi on insiste, c'est que ce besoin, il faut qu'elle sache et qu'elle s'organise pour assurer ça. Autrement Parce dit, que la maman doit être entièrement à la disposition de l'enfant. À la naissance, jusqu'à 2-3 mois, je pense que c'est jusqu'à 6 mois, nous allons même dire, idéalement, c'est l'allaitement. Et vous savez, à travers l'allaitement, non seulement à travers l'alimentation par l'allaitement, que ce soit maternel ou le lait de la pharmacie, c'est que c'est une occasion pour qu'il y ait une bonne relation affective qui s'établisse entre la mère et l'enfant. Et le fait pour une maman d'allaiter son enfant, vous allez voir qu'elle se sent accomplie. Elle est fière, elle est heureuse. C'est un besoin qu'elle-même, elle satisfait. Parce qu'en tant que femme, elle a le besoin d'auto-accomplissement. Elle a toujours rêvé d'avoir un enfant, elle l'a donc. Elle a rêvé de donner le sien à son enfant, elle en donne. Et elle en donne avec amour et tout. Et vous allez voir que l'enfant aussi, il est heureux. Il est fier, il gigote, et puis il va dans tous les sens, il se tire la joue. Vous sentez vraiment qu'il est heureux. Ouais. Donc déjà, si une maman ne comprend pas l'importance de l'alertement par rapport à son enfant et fait l'option rapidement du lait artificiel, vous allez voir qu'elle aura plus de mal à calmer son enfant. Ouais, donc, c'est pour dire, les besoins pour les raisons, on n'est pas obligé de les lister, de les résoudre un à un, mais à travers les besoins de base, on peut déjà faire le bonheur de son enfant et le calmer. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre les besoins et les désirs? Les besoins, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission, c'est une exigence. Un désir peut être un besoin, mais un besoin n'est pas toujours un désir. Si le désir ne répond pas à une exigence, si le désir pour un enfant de regarder la télévision, si ça doit impacter sur son sommeil, par exemple, ça ne répond pas à une exigence. Et vous savez que le besoin de sommeil, c'est un besoin capital, parce que le sommeil est réparateur. C'est-à-dire le sommeil, ça permet de la récupération physique, et ça permet également de la récupération psychologique. Et donc, c'est ça qui conditionne même l'apprentissage de l'enfant. Un enfant qui ne dort pas bien, il aura du mal à vraiment apprendre ce qu'il faut pour devenir un adulte complet, comme je l'ai dit. Et puis, un enfant qui ne dort pas bien aussi, il peut faire des infections à répétition, parce que le cerveau a été programmé. Donc, l'immunité peut prendre un coup. S'il ne dort pas bien, son poids peut ne pas suivre. Donc, le besoin de sommeil, qui est un besoin de base, est également un besoin très important. Et vous savez, un nouveau-né ou bien un nourrisson jusqu'à 3 mois, il peut dormir 15 heures de temps. Au moins, sinon, il peut même dormir jusqu'à 18 heures, 20 heures de temps par jour. Et j'invite les mères, on ne peut pas tout dire dans une émission pareille, à se documenter, à se connecter, à se renseigner sur qu'est-ce que je peux faire pour favoriser le sommeil de mon enfant. Parce que c'est important.
non seulement... pour l'adulte, c'est important. Oui, même pour l'adulte, c'est important. Bon, vous me comprenez, je suis dans la peau d'un pédiatre. D'accord? Et même là, ce qui est décevant, c'est que non seulement les mères ne se renseignent pas pour faire ça, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ont des comportements, ils priorisent d'autres besoins qui viennent encore impacter négativement ce besoin de sommeil. Comme quoi, par exemple? Nous avons parlé des écrans. Le fait de ne pas être discipliné, pour que l'enfant comprenne qu'il y a des rituels, c'est-à-dire, vous savez, les enfants, quand vous avez la stabilité, c'est-à-dire vous faites les choses à des heures données, comme ça se doit, ils comprennent. Hein? Quand ils savent, par exemple, qu'à 19 h ou bien à 21 h, on coupe la télé, ils savent qu'à l'heure là, va te brosser les dents. On fait le lit, on éteint les trucs, et puis, il comprend en même temps. Dès que vous commencez à faire ce genre de rituel, en même temps, l'enfant prend le pli. Et c'est à force de prendre le pli que ça va réduire l'énergie que le parent doit mettre en œuvre pour discipliner son enfant. Parce qu'elle a déjà posé les règles au début et l'enfant suit et puis ça se passe un peu plus facilement et ça lui donne le temps de se consacrer à d'autres besoins. Autre besoin que je vois par exemple, c'est le besoin de jeu. Ouais. Donc, quel type de jeu? Déjà, je veux insister également, finalement vous allez trouver que j'insiste sur tout, parce que tout est important justement chez les enfants. Le besoin de jeu, c'est capital. Le jeu, c'est comme le travail de l'enfant. Et à travers le jeu, l'enfant développe beaucoup, c'est-à-dire il satisfait beaucoup d'autres besoins. Et ça se poursuit hein, à l'âge adulte. Déjà à partir de 4 mois, un enfant peut disposer de jouets. Un enfant qui a, c'est-à-dire entre 4 et 6 mois, par exemple, maintenant, vous pouvez lui acheter des hochets. Les hochets, c'est comme les casquettes là. On peut lui acheter les peluches, les doudous, les petits trucs en tissu ou en chiffon là. Oui. Quand il a déjà 6 mois, il y a plein de jeux. Tout ce qui peut pousser, tout ce qui peut empiler, tout ce qui peut emboîter, tout ça, ça peut vraiment le faire. Et il aime bien mettre le désordre dans votre salon. Mais ça également, c'est un besoin, il faut lui créer son espace et le laisser faire. Vous ne pouvez pas avoir un enfant et puis vouloir que votre salon soit rangé, que les jouets ne traînent pas, que tout soit rangé, parce que lui, il trouve son plaisir dans ça. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'attendre la fête de Noël pour acheter les jouets aux enfants. Mais j'insiste que le besoin de jouer pour l'enfant est important et les parents doivent participer au début au jeu. Si l'enfant a déjà un frère qui peut jouer avec lui, c'est bon. Sinon, la maman est obligée, ou bien le papa s'il est disponible, puisque nous connaissons la situation des pères traditionnellement dans notre société. Donc si la maman elle est disponible, elle joue avec son enfant. Et dans ça également, vraiment, l'enfant éprouve du plaisir. Et c'est des occasions également pour vraiment qu'il y ait une interaction, qu'il y ait une relation qui s'est déjà construite au cours de l'allaitement, que ça puisse se poursuivre. Ouais. Et donc, c'est un peu ça. Vous avez parlé de disponibilité. Ça m'amène à vous poser une question. La maman a aussi des besoins. Ou le papa a aussi des besoins. Comment on fait comprendre à l'enfant qu'en tant que parent, nous avons aussi des besoins? Les besoins de l'enfant sont prioritaires. Donc, les besoins dont vous parlez doivent vraiment être des besoins vraiment prioritaires sur les besoins de l'enfant. Et j'imagine lesquels besoins vous pouvez avoir qui peuvent être prioritaires sur les besoins. Dormir, par exemple, et c'est en ce moment-là que l'enfant veut s'amuser. C'est en ce moment qu'il veut s'amuser. Mais vous allez lui montrer à un moment donné votre mécontentement. Il finira par comprendre. Mais il faut qu'il ait l'âge de raison. Mais est-ce que vous êtes assuré qu'il n'y a pas un comportement qui a favorisé ça? Si l'enfant vous voit vous-même sur portable, je n'ai rien contre les écrans, hein, mais c'est vrai, je reviens dessus parce que c'est le constat que nous faisons. C'est des exemples types. Voilà, c'est des exemples types. Donc, si vous-même la nuit, vous ne... C'est-à-dire, il vous voit, vous comportez comme ça, ou bien c'est vous qui l'avez réveillé de son sommeil. Mais souffrez qu'une fois que lui est réveillé, qu'il prenne le relais. Et donc, comme lui ne peut pas se calmer, il va vous empêcher de dormir. Ouais, donc, c'est un peu ça. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et nous allons demander au docteur son mot de fin.
Ah, déjà, je trouve que l'émission est très vite passée. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez d'échanger avec les parents. Je peux vous assurer que j'ai souvent des retours positifs et j'ai beaucoup de questions. Et c'est également l'occasion de remercier Ovadia pour son accompagnement, parce que depuis un certain temps, si j'interviens sur cette émission, c'est parce que je suis membre d'une ONG, d'une organisation, comme vous le savez, l'organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. Et c'est une organisation qui s'occupe vraiment de tout ce qui rentre dans le profit, dans le bien-être de la mère et de l'enfant. Et donc pour terminer, je voudrais rappeler aux parents que c'est important en tant que parent, pour bien jouer son rôle, de connaître les besoins de l'enfant. Une pareille émission n'est pas suffisante. Si vous documentez sur Internet, dans les livres, et également, c'est important de discuter de ces préoccupations avec les pédiatres. Parce que les parents pensent que quand ils viennent voir le pédiatre, surtout quand les enfants ne sont pas malades, c'est juste pour qu'on leur dise le poids, la taille, c'est bon, votre enfant grandit bien. Non. Si vous avez des difficultés, vous voyez qu'il y a des comportements qui ne vous paraissent pas normaux, vous en discutez et ensemble, on va voir est-ce que ce comportement cache un besoin non satisfait. Être parent, c'est une école de la vie et on peut apprendre également les besoins de l'enfant à côté de ceux qui ont déjà eu à gérer des enfants avant nous. Et les grands-parents sont vraiment bien placés. Les tantes, les oncles, tous ceux qui ont déjà eu à faire l'expérience, je pense qu'il peut apporter quelque chose à une mère qui est débutante. Et je voudrais terminer vraiment en disant que les besoins de l'enfant sont prioritaires sur les besoins des mères. Et je pense que des mères, des pères aussi. Des mères et des pères, et à travers la satisfaction des besoins d'un enfant, nous parents nous sentons accomplis. Parce que c'est vraiment notre raison d'être. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Chers amis internautes, merci pour votre fidélité. Merci de nous accompagner. Merci de vous abonner à notre chaîne. Et merci de liker nos émissions. Continuez la veille. Nous serons là très prochainement pour d'autres thématiques encore plus intéressantes. Bye bye.